Equinoxois, bonsoir madame, monsieur. Le scrutin présidentiel du 7 octobre dernier a livré son verdict. Paul Biya, Maurice Kamto et Cabral Libi Li Nguenge sur le podium. Joshua Nabangui aussi, dont le parti s'est accommodé avec la deuxième place à la présidentielle, arrive cette fois-ci au 4e rang. Juste devant Adamou Damdjoya, 1,73% des suffrages exprimés. Le Social Democratic Front et l'Union démocratique du Cameroun, comme on a pu le constater, ont été dévancés par deux jeunes en politique, à savoir Maurice Kamto et Cabral Libi Li Nguenge, conduisant ces deux machines, que sont le MRC et le Parti Univers. Au lendemain de l'audience solennelle de proclamation des résultats, ambiance dans le Social Democratic Front et l'UDC. Élection présidentielle, l'après-verdict, madame, monsieur, c'est le fait du jour. L'élection présidentielle, l'après-verdict. Pour en parler, je suis ce soir avec Albert Anatole Haïssi. Bonsoir. Bonsoir, c'est Jalin. Bonsoir à mes copanélistes, notamment le vice-président du LIDC, monsieur Sambaka. Bonsoir, maître Tafou. Bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Voilà, bienvenue sur le plateau. Vous êtes journaliste. Tout à fait. Voilà, sur ce plateau également, barista Richard Tafou. Good evening and welcome. Thank you, Mr. Jalen. It's a pleasure for me being here. I welcome all the panelists, and I also extend greetings to my father, who is known as a retired Brigade Bukande. That's my father, so I honor him for being here as well. I extend greetings to him, and I hope that we'll have fruitful exchanges. Oui, bien évidemment. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, c'est bien cela? Oui, je suis avocat au barreau du Cameroun. Ok, parfaitement bilingue. Avec résidence à Douala. Ok. Bon, sur ce plateau, il a dit avant moi, Albert Anatole Haïssi, sur ce plateau, Cyril Sambaka. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les panélistes et surtout bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous êtes le vice-président de l'Union démocratique du Cameroun, UDC. Ça ne pose aucun problème. Voilà, l'UDC a participé à la présidentielle du 7 octobre dernier. Ces derniers jours, on a vu les partis défiler devant le Conseil constitutionnel pour des partis qui avaient introduit des recours, les candidats, oui. Mais on n'a pas vu l'UDC. Vous n'avez rien à reprocher à cette élection? Nous n'avons pas introduit de recours. Pourquoi je demande donc que pour vous, tout était clair? En fait, je pensais que vous avez bien compris pourquoi l'UDC était aux élections. L'UDC était aux élections parce que, effectivement, il y avait un enjeu. Nous ne sommes pas un parti naissant. Nous avons des communes, nous avons des députés à l'Assemblée nationale, nous avons des conseils municipaux en dehors de l'Ouest. Et vous avez bien compris que l'UDC a fait localement, n'est-ce pas, comment je vais appeler ça, l'UDC a travaillé localement. Oui. Parce que quand on est devant une élection comme celle qui vient de se dérouler, et que depuis 1992, nous essayons d'attirer l'attention de nos partenaires de l'opposition sur l'objectif qu'il faut atteindre et que nous ne sommes pas écoutés, eh bien, nous n'allons pas sacrifier notre parti. Vous comprenez? Donc, nous sommes allés à ces élections. Ce n'était pas pour faire un contentieux électoral. C'était pour attendre l'après-élection, pour que nous puissions faire un bilan et que peut-être, pour une fois, que nous puissions être d'accord que le code électoral est mauvais, que le processus électoral est mauvais et qu'il vaut mieux que l'opposition, au lieu de se tirer à eux, n'est-ce pas, s'asseye pour mettre en place un consensus autour de ce code électoral. Nous l'avons décrié depuis 1992, nous le disons chaque fois qu'il y a des élections, mais malheureusement, nous ne sommes pas entendus. Mais vous avez quand même des élus avec ce code électoral. Oui, mais c'est très difficile. C'est très difficile. Il y a beaucoup de partis qui auraient pu avoir des élus.
Mais c'est très difficile. C'est pour cette raison que nous avons toujours pensé que quand on va à des élections, c'est parce qu'on a un code électoral consensuel. Il faut déjà que nous nous entendions sur le code électoral, qu'il soit consensuel, et puis on va aux élections. Comme ça, nous allons voir de moins en moins nos villes militarisées. Parce qu'on a l'impression que chaque fois qu'il y a une nouvelle élection, ça se complique encore davantage. Vous voyez, et ça, c'est pas bon pour la démocratie. C'est pas bon pour le bien-être des populations. C'est pas bon pour vivre dans ce climat-là, où à chaque carrefour, on doit voir l'armée, la police, etc., comme si quelque chose allait exploser d'un moment à l'autre. Donc, si nous avons un code consensuel, il est clair que nous n'allons plus vivre ce genre de situation. Nous saurons désormais, comme on fait dans les grandes démocraties, féliciter le gagnant. Vous ne l'avez pas encore fait, l'UDC? Qu'est-ce que l'UDC dit à propos de tout ce qui s'est passé hier Conseil constitutionnel? L'UDC a constaté, comme le MRC, comme Univers, comme le SDF, que ces élections n'étaient pas des élections libres et transparentes. Mais on le savait d'avance. Le truc, c'est qu'on le savait d'avance. Bon, à partir du moment où vous le savez d'avance, vous ne pouvez pas vous attendre à quelque chose de probant ou de consensuel, ou alors quelque chose qui va être accepté. Donc, ça avait déjà les germes de ce que nous vivons aujourd'hui. Le problème qui se pose, c'est que quand on arrive nouvellement, on a l'impression que ceux qui vous ont précédé ont mal fait. Il faut donc nécessairement que vous aussi, vous accrochiez à cela pour vous rendre compte que, eh bien, ma foi, c'est comme ça, c'est plutôt le code électoral qui a un problème. Ok. Albert Anato, je rappelle, madame, monsieur, que le 4e invité sur ce plateau, c'est Maître Adeline Diongan du Social Democratic Front. Elle est toujours attendue. Albert Anatole Haïssié, dites-moi, vous avez suivi le vice-président de l'UDC, il dit qu'ils ont fait une campagne électorale locale. Oui, on comprend. Non, je ne peux pas comprendre. C'est même paradoxal. Oui. Une élection présidentielle. Tout à fait, c'est paradoxal, surtout lorsqu'il s'agit d'une élection présidentielle. Si vous n'avez pas bien compris, je vais répéter. Je vais répéter parce que là, vous dites que c'est paradoxal, alors que c'est tout à fait logique pour moi. Oui. Je suis en train de vous dire qu'un parti politique qui a des élus, un parti politique qui a des militants, maintient ses troupes. Parce que si vous ne le faites pas, vous dispersez vos troupes. Vous avez compris. Oui. Et vous allez remarquer qu'à chaque élection, quand il y a des ralliements, après cette élection, on ne parle plus des gens qui ont rallié. On parle de celui qui est devant. Okay. Vous avez compris. Donc là, il est clair que c'est comme ça qu'on agit. Et j'aime bien le dire parce qu'après 5 ans, 10 ans, on va me donner raison. Albert Natola. Merci de me redonner la parole. Je t'ai donc dire que c'est tout à fait paradoxal parce qu'il s'agit d'élections présidentielles, ce n'est pas une élection locale, telle les législatives ou bien les municipales ou alors les régionales qui pourront s'étaler l'année prochaine. Donc c'est paradoxal, c'est d'autant que si M. Sambaka, qui est le vice-président de l'UDC, était visible, notamment sur les plateaux de télé, on n'a pas beaucoup vu le président de l'UDC sur le terrain. Si oui, quelques semaines avant, n'est-ce pas, la clôture, avant la clôture de la campagne électorale. Cela étant dit, je crois que de tout ce qu'il dit, il y a quand même certaine logique. On ne va pas à une élection pour perdre. Surtout que c'est depuis 1992 que nous sommes confrontés au même problème. Chaque fois qu'il y a élection, on décrit la fraude, on décrit les irrégularités, mais l'opposition ne trouve pas d'alternative ici dans la rue. Tout le temps, c'est la rue qu'on convoque. Bon, moi, je pense qu'il y a soit les deux choses l'une, soit l'opposition est en panne de stratégie alternative, soit nous n'avons pas d'opposition au Cameroun. Ça, il faut le dire ainsi, parce que nous avons un candidat. Vous l'avez tout à l'heure cité, M. Maurice Kamto, qui est un juriste avéré, compétent, qui est quand même allé à cette élection. Certainement pas pour gagner, mais pour faire autre chose, c'est-à-dire le contentieux, ou peut-être prouver aux yeux du monde que chaque fois qu'on peut organiser une élection au Cameroun, elle doit être contestée parce qu'il y a eu des fraudes. Donc, mais sauf qu'on n'attribue pas, on ne dit jamais à qui on peut attribuer les fraudes ou les irrégularités, c'est le temps que si on peut parler des fraudes et d'irrégularités, on peut les imputer
à toutes les parties prenantes, n'est-ce pas, au scrutin. Je crois qu'on peut pas, il faut quand même qu'on change un peu de logiciel. Il ne faut pas que tout le temps on revienne sur les mêmes problématiques. Ça, c'est important. Deuxième chose, je comprends que monsieur le président Sambaka, c'est un militant convaincu, mais moi je suis journaliste et je présente les faits de manière froide. Ce que je présente de manière froide, c'est que le code électoral, c'est vrai que c'est vicié. Mais il y a quand même un candidat qui fait partie des auteurs, j'allais dire des rédacteurs de ce code électoral. Donc il sait de quoi ça retourne. Ce candidat a fait également partie des rédacteurs, n'est-ce pas, du code électoral, non seulement du code électoral, mais surtout, n'est-ce pas, de certains textes, notamment la Constitution 96. Je crois que en allant à cette élection, il savait d'avance qu'il est perdant. Tout d'autant que une élection présidentielle, ça se prépare. Ça ne se prépare pas financièrement, ça se prépare sur le terrain, par des alliances. Et il me semble que de ce point de vue, le RDPC a plusieurs longueurs d'avance sur les autres. Deuxième chose qu'il faut noter, c'est quoi? C'est que quelle a été la campagne des uns des autres? Parce que nous avons quand même observé, moi j'ai observé en tant que journaliste, que la plupart des candidats à cette élection se sont limités dans des agglomérations. Oui. Et ça veut donc dire que les autres, les électeurs des partis, les zones reculées de la République ne les intéressaient pas. Or, ce sont ces gens-là qui sont intéressants parce qu'ils ont des problèmes plus complexes que les électeurs des agglomérations. Je crois donc qu'il est important aujourd'hui de comprendre que, en dehors des accords que les uns et les autres ont pu signer dans l'ordre, il faut également qu'ils respectent franchement le peuple dont ils prétendent défendre les intérêts. Parce que c'est important. Le peuple a demandé qu'il y ait, par exemple, une coalition de l'opposition, du moins une candidature consensuelle. Le peuple n'a pas été écouté. Mais pourquoi est-ce qu'on voudrait maintenant prendre le peuple à témoin quand on a soi-même, n'est-ce pas, sémé les germes de l'échec? Ok. Barrister Tamfou, vous avez regardé cette campagne électorale pendant 2 semaines. Joshua Nabangui aussi, 3,35%. Quatrième, Adamou Ndamjoya, 1,73%. Pour vous, comment comprendre ces scores-ci? Moi, je pense que le problème réside... sur ces deux cas-là, oui. Joshua aussi et Adamou Ndamjoya. Oui, le problème réside dans le système de notre État. Voilà 2 régions qui sont affectées, le nord-ouest et le sud-ouest, que nous savons tous que c'est le fort potentiel du SDF. Du SDF, oui. Et il a même clamé au Conseil constitutionnel. Une crise surgit. L'État ne veut pas regarder cette crise parce qu'ils savent qu'en remettant de l'ordre là-bas, ça peut remobiliser soit la population du nord-ouest et du sud-ouest. Elle laisse perdurer la crise. Mais qu'est-ce qu'on attendait? Les résultats que j'ai obtenus du SDF, je n'étais pas surpris parce que les gens, il y a plus de 3 tiers de la population du nord-ouest et du sud-ouest qui sont des réfugiés. On ne s'est pas assuré s'ils sont inscrits. On n'a pas, même la petite population qui est restée, oui. On n'a pas mis les conditions adéquates de sécurité pour qu'ils aillent voter. C'est de la magie. Je rappelle que Joshua aussi a fait 10,41% dans le nord-ouest et 12,72% dans le sud-ouest. Ça, c'est très petit. Il aurait fait plus que ça. Oui. Puisque nous savons bien que ces 2 régions sont vraiment... Les bastions. Voilà, du SDF. Oui. Déjà, le système l'a paralysé. Mais pourquoi on va accepter donc d'aller quand même? Nous savons tous, nous voulons tous qu'il y ait une alternance. Nous voulons un changement. S'abstenir d'aller changer aucun résultat. Aller aux élections comme ils sont allés, nous avons vu tout ce qui s'est passé. C'est quand voilà, elle a dit qu'elle ne peut pas partir par rapport à ça. Elle a dit. Bon, nous avons vu tout le drame qui s'est passé au Conseil constitutionnel, oui. Où toutes les requêtes sont rejetées, même quand vous avez des preuves palpables, on ne veut rien entendre parce qu'on a déjà une philosophie, maintenir le candidat qu'ils ont choisi et vous imposer. Donc, quand je regarde à ça, moi, c'est vrai, on va beau s'attaquer peut-être sur l'opposition. Je pense que le problème n'est pas là. Le problème est sur notre système de gouvernance, oui. Où on ne veut pas l'alternance. On est prêt à couler le sang
pour rester au pouvoir. Le Nord, avec la guerre de Boko Haram, c'est à peine qu'on retrouve la stabilité. Le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, qui sont des faits flagrants. Ce matin, je vous dis, mon village, Ngaroum, a été attaqué. Avec tout ça, la guerre se vit. Comment est-ce que les gens vont aller voter? Ou bien comment est-ce que vous pouvez convaincre le peuple qu'il y a eu élection au Nord-Ouest, au Sud-Ouest? Est-ce que les gens ont pu aller voter? On nous parle d'abstention. Ils ont été empêchés d'exercer leurs droits ou qu'est-ce qui s'est passé? Je prends le cas des réfugiés. Le peuple n'est pas sorti. Le peuple n'est d'abord, la 3/4 de la population est au Nigeria, dans d'autres villes voisines en refuge. Maintenant, pour le petit peu qui est même resté au village, oui. Vous militarisez, parce qu'il y a une menace. Les sécessionnistes disent que ceux qui vont aller voter, nous, on va vous attaquer. Donc le peuple était pris entre deux feux. Voilà. Pour quelqu'un qui veut maintenir sa sécurité, va s'abstenir. Si en partant voter, je suis tué ou fusillé, je préfère rester. Le bâtonnier Sama lui-même l'a dit. Oui. Qu'il était impossible pour lui d'aller voter. Il a expliqué au Conseil constitutionnel, mais personne ne veut entendre. Donc le chiffre que le SDF a eu dans les deux régions, pour moi je pense que c'était tout à fait logique et c'était avec la collaboration. Comme a dit Joshua aussi, la non-participation effective des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Exactement. C'est ça qui est à l'origine de ce score. Exactement. Il n'y a pas d'autres raisons? Pas d'autres raisons. C'est la seule raison? C'est la seule raison. Oui, ce que je dois ajouter, c'est que nous devons faire très attention avec les chiffres des élections au Cameroun. Oui, justement. Nous devons faire très attention parce que, voyez-vous, quand on dit on n'a pas voté au Nord-Ouest, on n'a pas voté au Sud-Ouest, et qu'on nous donne des chiffres où le parti au pouvoir 80%, voyez-vous, c'est de la provocation. C'est pas bien. Vous voyez, nous sommes dans un pays où on est véritablement en difficulté. Et j'ai l'impression que les gens continuent de s'amuser. Les gens continuent à prendre des choses simplement. Attendez, je vais vous lire. Hein, Paul Biya, dans le Nord-Ouest, il fait 81,76%. Bon, au Sud-Ouest, 77,69%. Voilà. Donc c'était pour dire que tout ça ressemble un peu à la provocation. Mais ce n'est pas une bonne chose. Et ce que je dois dire pour le maintenir et l'affirmer encore, c'est que il ne faut pas sous-estimer le travail qu'ont les partis politiques et notamment ceux de l'opposition. Oui. Parce que si on ne le dit pas assez, on va encore se frotter à ce problème. Vous demandez à un candidat de parcourir tout le Cameroun, il n'y a pas de train, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de route. Alors, vous voulez esquinter. Regardez comment les candidats qui ont voulu faire la campagne, ils ont couru là où ils pouvaient courir. Mais est-ce que en 15 jours, un candidat peut couvrir un seul département s'il veut faire véritablement la campagne? Vous comprenez? Donc, vous êtes obligé d'avoir des relais locaux qui vont travailler. Et c'est en ce sens-là que les partis politiques qui ont une implantation, même si elles ne gagnent pas les élections, elles ont une implantation. Ça leur permet d'avoir leurs relais locaux qui vont maintenir leur flamme là où ils sont et ils vont essayer de battre campagne tout autour d'eux. Il ne faut pas demander aux hommes politiques de faire l'impossible pendant que vous avez ceux qui dirigent, qui ont tout ce que le gouvernement a comme cadre, tout ce que le gouvernement a comme véhicule, tout ce que le gouvernement a comme élite, entre guillemets, force de positionnement, qui vont, chacun dans son village, battre campagne. Quand on a fini de voir tout cela, et qu'à la fin, vous avez un code électoral qui suppose qu'on prend en charge le jour des élections les différents, les gens qui sont dans les bureaux de vote, et qu'à un autre passage là-bas, on vous dit que c'est gratuit. Vous voyez? 25 000 bureaux de vote. Ce n'est pas de la blague. 25 000 personnes à nourrir pour un parti politique qui a eu l'aide de l'État de 15 millions de francs. Il faut en parler. Parce que nous ne pouvons pas continuer à faire comme si
C'était tout à fait normal qu'il y a d'un côté l'opposition qui doit souffrir, et puis de l'autre côté, ceux qui sont au pouvoir qui doivent vivre et se moquer d'eux. Parce que ça, c'est de la moquerie. Il faut le dire. Et c'est une très bonne chose qu'on ait vu, n'est-ce pas, au Conseil constitutionnel, les débats qui se sont déroulés. Et qu'on ait vu, ce n'était pas la première fois, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. On a toujours revendiqué des choses, on n'a jamais tenu compte de cela. Vous comprenez? Donc c'est important que les populations aient vu cela. Parce que nous avions des populations, quand on descendait faire des campagnes, ils nous disaient, on vous a donné l'argent de campagne là-bas, donnez-nous pour nous. Vous comprenez? Cette fois-ci, c'est tout le Cameroun qui a vécu cela et c'est une bonne chose. Parce que depuis que c'est passé, je ne peux pas vous dire, quand vous passez en route, les Camerounais vous disent qu'on vous a finalement compris. On sera désormais avec vous. Parce que ce que nous avons suivi en direct était édifiant. Était édifiant parce que nous ne savions rien. Nous ne savions rien. On disait à la radio, à la télévision qu'on a donné l'argent aux candidats et autres. Mais quand on a suivi ces débats-là, du contentieux, eh bien ma foi, ça a amené beaucoup de Camerounais. Et si vous passez dans la rue, vous allez entendre dire, nous attendons janvier, mais il ne faut pas seulement attendre janvier. Okay. Il faut que l'opposition camerounaise se retrouve. Parce qu'à défaut du dialogue que le pouvoir ne veut pas mettre en place, ce dialogue peut se faire entre l'opposition. Je peux même vous dire que la société civile a aidé l'opposition dans cette affaire de code électoral. Mais on n'en a pas tenu compte. Il faut donc, après ce qui vient de se passer, qu'on commence à faire les choses normalement. Okay. Parce que nous sommes dans un pays civilisé, nous sommes dans un pays où les règles doivent être établies, consensuelles pour une compétition. Si les règles ne sont pas consensuelles pour une compétition, ça veut dire qu'on va ouvrir une petite fenêtre et on va verrouiller par là, on va ouvrir un petit trou là-bas, on va cadenasser, et puis ma foi, ça sera rebelote. Parce que depuis 1992, dans le processus électoral du Cameroun, rien n'a changé. Ce n'est pas parce qu'on a dit ONEL et les CAM, etc., qu'on peut dire que quelque chose a changé. Fondamentalement, rien n'a changé. Okay. Tout est verrouillé, tout est cadenassé. Ok. Albert Anatola ici, selon Barista Tamfou, les 3,35% des jeux aussi, c'est le reflet de ce qui la réalité. Tout simplement parce que le Nord-Ouest et le Sud-Ouest n'ont pas pris part à cette élection. Question légale, question de légalité. Oui. À M. Ahmed Tamfou, fallait-il ou non convoquer le corps électoral? Parce que si on ne convoquait pas le corps électoral sur le prétexte que le Nord-Ouest et le Sud-Ouest sont en guerre, entre guillemets, ça allait mettre justement, aussi créer un problème de droit. C'est-à-dire qu'on allait accuser le président sortant d'être dans l'illégalité, voire l'illégitimité. Fallait-il convoquer le code électoral, oui ou non? Ça, c'est la question. Maintenant, pour répondre mais en même temps, il pose un autre problème. On pouvait résoudre le problème. On peut résoudre le problème. J'en viens. Tout ça. Ils ont comme l'impression que le pouvoir ne veut pas résoudre le problème. J'en viens. Soyez indulgents. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsqu'il dit que c'est vrai que le Sud-Ouest, le Nord-Ouest, c'est le bastion du EDF, ça c'est clair que c'est le bastion du EDF parce que chaque parti a son bastion. Oui. L'UDC, son bastion, c'est le NUN. Oui. Donc le bastion du EDF, c'est le Nord-Ouest principalement et le Sud-Ouest, ça c'est clair. Maintenant, tout à l'heure j'ai évoqué la campagne des uns des autres, la campagne électorale des uns des autres. Il me revient quand même que le président candidat, je parle de Joshua Oshi, oui. Ses lieutenants, ses collaborateurs l'accusent d'avoir tout centralisé autour de sa personne. Ce qui fait qu'il a fait une très très mauvaise campagne électorale. Deuxième chose, le MLC allait faire les emplettes dans le SDF. Parce qu'il y a l'électoral bamileke qui allait dans le MLC. Parce que le SDF ne fait plus rêver les bamileke comme en 1992. Ça, il faut se le dire. C'est important de le dire. La preuve, c'est que vous voyez les yeux doux d'un certain député au MRC qui a curieusement fait campagne contre son propre candidat, alors qu'il reste et demeure le candidat. Comment vous le savez? Pourquoi vous affirmez des choses comme ça? Je l'affirme parce que j'ai eu affaire à couvrir les élections le 7 octobre et j'ai vu ce qui se passe sur le terrain.
allez à Douala 3e en tout cas, allez à Douala 5e. Il y a beaucoup de choses qui vous serez très surpris. Bon, deuxième chose, est-ce qu'on va rester dans le même paradigme? Nous sommes d'accord que... Donc vous voulez dire que le MRC a puisé dans le SDF? Je ne sais pas moi qui le dis, ce sont les chiffres qui le disent. Les chiffres du SDF en tout cas. Parce que... donc le SDF a beaucoup perdu. Dans les élections antérieures, le SDF avait son meilleur score, non seulement au sud-ouest, nord-ouest, mais aussi à l'ouest et une partie du littoral. Donc, quand vous regardez les chiffres, est-ce que vous pouvez me convaincre que cet électorat est resté fidèle? Non, du tout. Deuxième chose, je voudrais revenir sur la problématique que soulève le vice-président Sambaka. Oui, l'appareil est verrouillé, c'est clair. Nous sommes d'accord que c'est verrouillé. Mais un parti politique doit être structuré pour être représentatif sur le terrain. Je crois qu'il ne s'agit pas d'une question qui date d'aujourd'hui. Il a évoqué comme moi tout à l'heure, nous sommes depuis 1992, c'est les mêmes problèmes. Vous savez donc que c'est les mêmes problèmes. Il y a d'abord un problème de représentativité sur le terrain. La preuve, c'est que quand, par exemple, le RDPC avait une campagne à Douala, le même jour, il y avait plusieurs campagnes sur l'étendue du territoire national. Ça veut dire qu'il y a un problème de maillage. Il faut donc que nous ayons affaire à des partis véritablement organisés, structurés, qui sont représentatifs. Vous ne savez pas pourquoi le RDPC le faisait? Je veux dire que ça passe justement parce que le RDPC le faisait pourquoi? Non, le RDPC le fait parce que il y a, le RDPC est représenté sur les 360 communes qu'ont le Cameroun. Est-ce que c'est la seule raison? J'en viens. Est-ce que l'UDC est représenté sur les 360 communes qu'ont le Cameroun? Ce n'est pas un problème de moyens, c'est un problème de structuration et de travail sur le terrain. Bon, maintenant, il y a également, de ce point de vue, je suis d'accord avec lui, c'est-à-dire qu'il y a l'utilisation disproportionnée des moyens. Voilà. Ça, je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire que c'est aussi vrai qu'il y a un candidat qui n'a pas voulu percevoir les 15 millions, mais qui a quand même fait une très belle campagne. Il est donc clair qu'il serait urgent d'avoir une loi, d'adopter une loi qui puisse organiser ces affaires-là. C'est-à-dire qui fixe les quotas, j'allais dire le plafond, n'est-ce pas, des fonds de campagne, pour que tout le monde soit au même niveau pratiquement. Et que ce soit qu'il y ait une traçabilité. Parce que c'est un peu dangereux. C'est un jeu très dangereux parce que non seulement ça défavorise beaucoup certains, et en plus, on se retrouve avec des gens qui utilisent des moyens qu'on ne maîtrise pas. Vous pouvez vous retrouver avec un candidat qui a des moyens qui viennent des sources illicites. Et ça va poser un problème. Et c'est vraiment en train de poser des problèmes. Ok. Barista Tamfo, Albert Anatole Haïti évoque deux autres éléments non négligeables qui ont donné au SDF ce score. Il parle du casting, c'est-à-dire le candidat que le SDF va présenter et son équipe de campagne. Comment il a procédé pendant la campagne et surtout ce qu'il a fait pendant que il y a le SDF qui a perdu, il a dit, de sa superbe parce que il y a la montée, il y a eu la montée, on a remarqué la montée du MRC. Vous êtes d'accord avec lui? Well, le MRC aurait puisé partially because partiellement. Yes, partially because first of all he evoked the fact that they should not have convoked the electoral body. I say no. It could have been convoked as it has been done. But when we went for elections petitions at the Constitutional Council, we saw the SDF filed some motions that they should cancel elections in some regions. Had it been those regions were cancelled and they focus on the ones that elections actually took place, maybe that result would have been a different situation. Non, je crois que Jussosi a demandé l'annulation totale parce que le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest n'avaient pas participé. Exactly. So il voulait donner une annulation totale. Yes. Imagine, okay, a total of all the elections. Oui. Okay, I was talking from a point that if he asked for partial, oui, maybe if there were cancellations. Maurice Kamto qui demandait annulation partielle. Good. If there was, for example, his petition was granted, maybe we'll have had the different figures for SDF. Oui. For the other point where he said that maybe his political campaign was not well arranged or being managed,
Well, I didn't take part. C'est-à-dire son entourage, yes, I didn't take part l'équipe de campagne. But what I can observe is that the financial support that was given, some even said it was given late. I don't think it was sufficient enough for them to have really made their campaigns properly. That aspect too has to be observed. Mais barrister, la loi dit que après publication de la liste, hein, exactly. la liste des candidats est avant la campagne. Je crois que ça a été fait le 19 septembre et la campagne commençait le 22. That is why I say the electoral code has a problem because it doesn't specify. There are a lot of loopholes. It doesn't say when. Imagine them giving you that campaign money maybe at the eve of the election. When are you going to start the campaign? So you see that the electoral code itself has a lot of irregularities in that it is not fixed. So the other point he was saying that Joshua did not organize his campaign very well. Well, I didn't participate into that. And I would also like to observe that if these figures are the ones that we have, it stems from the fact that the two regions which were his forces of power didn't actually take part into the election. So we can't put the blame on the SDF for having those results. I think the people who have to be responsible for failing in organizing this election is ELECAM. That is the source of all the figures we have from the SDF. So in the days ahead, if there should be any amendments, first thing should be the electoral code. That has to be specific on some certain issues that relate to the campaign. Okay. Money should be available. There should be equal distribution of the money. And then I think if some of those things are put in place, actors going into the field will have equal opportunities to win the votes of the Ok, Président Sambaka, l'UDC, bon, selon Clément Tangana, le président, 6e, 1,73%. Mais beaucoup pensent que c'est l'absence surtout de votre champion. On ne l'a pas vu durant cette campagne. L'absence du candidat d'Abdioya pendant cette campagne. Oui, qui a un peu plombé cette... Non, je pense que l'UDC savait déjà, au vu de toutes les expériences des élections que nous avions faites, que ça ne servait à rien. Vous comprenez? Parce que nous avons cette mauvaise habitude de prendre les chiffres et de dire que voici les statistiques. Il y a eu abstention comme ceci, il y a eu ceci, cela. Tout est faux. Je suis désolé. Tout est faux. Rappelez-vous bien que quand ELECAM a commencé à toiletter le fichier qui était à 7 millions et poussière, quand il est arrivé à 4 millions, il a stoppé. Parce que s'il continuait, on allait peut-être arriver à 2 millions et l'élection présidentielle allait poser quelques problèmes. On allait se poser des questions. Pourquoi vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi le président Paul Biya gagne avec 71%, mais avec plus d'un million de voix en moins? Mais posez-vous aussi cette question. Vous comprenez? Parce que quelqu'un qui a gagné hier avec 3 millions ou 2, et cette fois-ci, il gagne avec 2 millions, il y a quand même une perte de 1 million de voix. Donc c'est pour vous dire que ces statistiques ne reposent sur rien. En 2011, c'était 78%. Oui, je vous dis que les statistiques là ne reposent sur rien. Parce que tout est faux à la base. C'est pour cette raison qu'on demande des élections libres, transparentes. Et pour qu'elles soient libres et transparentes, il faut qu'on soit d'accord sur le processus électoral. Il faut qu'on soit d'accord qu'on ait un code électoral consensuel. Au vu des nombreux tripatouillages depuis 1992 à nos jours, on peut quand même s'asseoir et puis trouver quelque chose de consensuel. On ne peut pas continuer à être à la traîne en Afrique pendant que les autres font des progrès. C'est de ça qu'il s'agit. Alors quand on le sait, quand on sait ce qui va se passer, pourquoi voulez-vous qu'on prenne toute sa force, on mette là-dessus? Hein? Mais pourquoi participer? Non, mais donc, parce que vous savez ce qui va se passer. Je vais vous dire un truc. Oui. Je vais vous dire un truc. Parce que l'UDC a toujours eu raison avant. Oui. Les gens ne le comprennent pas quand ils parlent, mais c'est 10 ans, 5 ans après qu'on commence à le comprendre. Monsieur Otou, il y a les élections municipales, il y a les élections législatives. Oui, il n'y a pas que les élections présidentielles au Cameroun. Oui. Vous comprenez? Je préfère mettre ma force sur les élections municipales et sur les élections législatives, parce que les candidats qui sont contre moi n'habitent pas une tour d'ivoire. Ils sont là avec nous. Nous pouvons nous organiser pour les battre. Mais nous ne pouvons pas nous organiser contre ELECAM, contre le code électoral, contre le MINAT.
contre l'armée, Président contre tout ça. Président Sambaka, on ne comprend donc toujours pas, vous connaissez tout ça. Pourquoi vous êtes donc allé à la présidentielle? Mais parce que nous sommes un parti politique responsable et soucieux de préserver nos acquis. Est-ce que c'est difficile à comprendre ça? Je suis en train de vous dire que si l'UDC ne participait pas à ces élections présidentielles, alors on aurait tendance à l'oublier comme ceux qui sont allés faire le ralliement. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'une coalition, c'est une coalition. Le ralliement, c'est le ralliement. Oui, justement. Alors, quand les résultats sortent, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle encore de tout le monde qui s'est rallié. On vous parle de celui qui a eu le résultat. Vous comprenez? Et on commence à dire, c'est la nouvelle force au Cameroun. Mais vous, les journalistes, vous ne connaissez pas la politique. Sur quoi vous pouvez vous baser sur une élection présidentielle pour dire que ça, c'est la nouvelle force politique? Moi, ça me surprend. Vous voulez parler du MRC? Oui, par exemple. Non, nous ne l'avons pas dit, hein. Moi, c'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit. Non, tout ça, ça attise encore les haines à l'intérieur de l'opposition. Ce n'est pas bon. Ne divisez pas l'opposition. L'opposition a besoin de s'unir et de parler franchement. Il faut qu'on arrête ça. Parce que si on n'arrête pas cela, alors les uns vont se contenter de dire nous avons battu le SDF. Est-ce que c'est le SDF qu'il faut battre? Est-ce que vous comprenez le problème? C'est de mettre la démocratie au Cameroun. Si le pouvoir en place ne peut pas le faire, mais nous de l'opposition, nous pouvons nous entendre et le faire. Nous pouvons créer une transition, c'est l'intelligence. Il faut les idées, il faut réfléchir. Tout cela est possible. Mais alors, il faut qu'on s'asseye, qu'on s'écoute. Avec beaucoup d'humilité. Pour que nous puissions trouver des solutions. Parce que tout problème a des solutions. Okay. Alors, on ne peut pas comprendre que depuis 1992, on n'arrive pas à trouver des solutions à nos problèmes. Pourquoi? Parce que nous ne nous assurons pas pour trouver d'abord les solutions à nos problèmes. D'ailleurs, quels sont nos objectifs? Les définir, mettre en place des mécanismes pour atteindre ces objectifs. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, je pense que c'est important de vous dire qu'un parti politique, c'est d'abord préserver ce qu'il a comme acquis. Parce qu'il doit se développer. Alors, si vous lui demandez de ne pas participer à une élection pour laisser ses militants et ses élus en villégiature, alors c'est que vous ne faites pas de la politique. C'est la raison principale pour laquelle, quand on s'assied pour discuter, on tient compte de ce fait. Maintenant, ce qui arrive, évidemment, on a besoin de rajeunir, on a besoin de nouvelles têtes, puisque on a mis dans la tête des Camerounais que une nouvelle opposition pouvait se faire sur la cendre de l'ancienne opposition. C'est pour cette raison que vous voyez ces résultats. Parce que les gens ont migré. Ils ne sont pas allés chercher les militants dans le parti au pouvoir, ou alors ceux qui n'étaient pas inscrits, ou ceux qui ne votaient pas, ou les abstentionnistes, si vous voulez. C'est dans l'opposition ancienne qu'on peut priser les votants. Et ça diminue l'opposition, ça n'agrandit pas l'opposition en gros. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut saluer, par contre, les jeunes, avec Abraham Libi, qui sont partis chercher des jeunes, aller les inscrire, vous comprenez? Et avoir ce qu'ils sont en train d'avoir. C'est ça, la perspective. C'est pour cette raison qu'on avance. Donc pourquoi on salue ces nouvelles forces-là? Non, on salue les nouvelles forces. Il faut qu'on se mette ensemble. Il faut qu'on définisse les règles. Et avec ça, nous pourrons avancer parce que nous serons capables de mettre en place un consensus autour du processus électoral, autour de nos institutions, autour de la fondation Cameroun, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Mais il ne faut pas oublier une chose. Personne ne peut sortir de ces élections et dire qu'il a été véritablement dans des élections, parce que quand vous allez vous retourner, vous allez voir le sud-ouest, vous allez voir le nord-ouest. Vous comprenez? Et ça n'amène pas à dire que ces élections sont des élections qui étaient venues à propos, parce qu'on devait d'abord tout faire pour faire pacifier les zones anglophones avant d'aller aux élections. Ok, Albert Anatola ici, pour le président Sambaka, c'est un peu trop tôt hein, de parler d'une nouvelle force, nouveau chef de l'opposition. Il faut attendre 2019, législative et municipale. Oui, disons que moi j'applaudis l'angélisme politique du président Sambaka. Non, moi je suis un homme politique avéré. Donc, je vous en prie, il ne faut pas me traiter de n'importe quoi. Donc, je voudrais... moi je parle des faits.
d'abord, lorsqu'il parle, n'est-ce pas, d'une sorte de coalition de l'opposition, il y a à l'intérieur de chaque formation politique une idéologie. À l'intérieur de chaque formation politique, vous avez des égos. On l'a observé lors de la dernière élection présidentielle. Ils n'ont pas pu s'entendre. Chacun a revendiqué d'être l'aîné de l'autre. Le SDF qui estime qu'il est l'aîné politique, l'autre qui estime qu'il a les moyens de sa politique, l'autre qui estime que non, je ne peux pas aller là-bas parce que j'ai d'autres ambitions, j'ai mon idéologie. Bon, lorsque le président... Donc c'est impossible. En tout cas, c'était moi dans les réseaux sociaux comme dirait l'autre. Mais sur le terrain, je vois une autre réalité. Parce qu'il y a une réalité qu'il faut absolument évoquer. Lorsqu'on veut le changement implique la vérité, l'honnêteté, je crois. Et l'honnêteté voudrait qu'on reconnaisse que, en l'état actuel, l'opposition au Cameroun a des problèmes. L'opposition a des problèmes. Nous avons parlé tantôt de bastion politique. Bon, je ne sais pas comment ça va se gérer cet aspect-là. Je ne suis pas un politicien, mais je pose des questions en tant que journaliste parce que j'observe. Tout à l'heure, j'ai posé une question. Parce qu'il fallait, oui, le nord ou le sud-ouest sont, il y a des mouvements de ce côté-là. Fallait-il ou non convoquer le corps électoral? C'est une question à laquelle on n'a pas encore donné réponse sur cette table. Je crois que si on n'avait pas convoqué le corps électoral, nous serions encore en train de dire que le président sortant est dans l'illégalité. Ça lui pose ce problème. Il ne faut pas se leurrer. Bon, je pense donc que c'est un fait que le nord-ouest et le sud-ouest, c'est vrai, c'est le bastion du SDF. Mais ne pas reconnaître aussi que le candidat du SDF a fait une mauvaise campagne électorale, ce n'est pas être honnête. Il faut dire la vérité. Ne pas reconnaître qu'il y a une partie politique de l'opposition qui allait faire des emprunts, non seulement dans le SDF, mais aussi dans le RDPC, dans certaines localités, il faut le dire. Donc je pense que aujourd'hui, la campagne électorale, je dis la présidentielle est derrière nous, mais non, ça va être très difficile. Et ça, c'est le bon côté de la chose. Désormais, le paysage politique a une nouvelle carte. Et je crois que les municipales... Sambaka dit qu'il faut encore attendre. Il faut attendre les législatives avant de se prononcer. Non, dans tous les cas, pour changer les textes, comme le dit les lois, il faut être à l'Assemblée nationale. Oui. Et je crois que l'opposition doit véritablement travailler pour qu'on ait plus... Non, vous parlez de la carte. Non, pas de la carte. Non, j'en viens. Non, pas de la... Sambaka, il faut attendre les législatives et municipales pour véritablement parler de seconde force. Oui, je pense que dans tous les cas, on va toujours attendre jusqu'à ce qu'on va encore contester la sincérité des votes, n'est-ce pas? Dans tous les cas, il faut qu'on soit sérieux. On ne peut pas de 1992 à 2018 tout le temps remettre sur la table les mêmes problèmes. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Barista Tafo. Oui, moi je pense que le problème se trouve de deux camps. Oui. Mauvais système de gouvernance d'un côté et l'opposition qui est en difficulté de se réunir. Oui. Voyez-vous, il dit, est-ce qu'il fallait convoquer le corps électoral? Mais la crise anglophone n'a pas commencé en 2018. Il dure depuis 2016. Et si l'État était responsable ou avait une bonne politique de gouvernance et qu'il voyait que, bon, en 2018, il y avait les élections à convoquer, elle allait s'arranger à résoudre ce problème. Mais le système, c'est que les élections sont en cours, en train de venir. Le SDF a peut-être une bonne popularité dans ces deux régions. Je fais mesure à cela. Elle laisse la crise perdurer comme c'est allé parce qu'elle sait que, bon, dans ces deux régions, elle va pouvoir maîtriser la situation. Ça, c'est du côté de l'État, du côté de la mauvaise gouvernance de l'État. Maintenant, du côté de l'opposition, c'est bien vrai, il dit, il court depuis, c'est depuis 1992 que l'opposition essaye de se réunir. Mais nous devons aussi, parce que pour moi, je ne trouve même pas que le problème est au niveau de l'opposition. Toutes les cartes sont ouvertes. On part à une élection. Si, imaginons-nous un seul instant que si l'opposition avait trouvé un seul candidat, avec un mauvais système qui ne veut pas de changement, ça n'allait rien donner. Ça n'allait rien donner. Donc, moi, je pense que il faut d'abord toiletter peut-être notre système, rééquilibrer les choses. Vous dites que c'est à l'Assemblée nationale que nous faisons, nous votons les lois. Oui, c'est bien beau. Vous voyez, le système, l'État a été très intelligent. Il a renvoyé les législatives et les municipales
alors que ça devait tenir en cette année. En renvoyant, elle maintient ses bases, elle maintient toutes ses communes, elle a la gestion de tout. Alors, vous allez beau crier sur l'opposition qu'elle n'a pas pu trouver un seul candidat, et pourtant le système sait bien tout ce qu'elle fait. Donc, moi je pense que le problème ne réside pas sur l'opposition de trouver un candidat. Le problème, c'est la mauvaise gouvernance de notre État et nos mauvaises lois. Okay. Moi, je pense que voilà. Et je crois qu'avec les législatives de 2019, je pense que la première chose qu'il y a à faire, c'est... Entrer à l'Assemblée en force? Non, dire d'abord que nous ne voulons pas d'un pays militarisé parce qu'il y a des élections. Nous voulons la transparence électorale. Et je suis en train de vous dire que même la société civile, comme on appelle la dynamique citoyenne, elle a fait la compilation de toutes nos observations au niveau du code électoral et a fait une proposition sur un code électoral alternatif qui est crédible. Quand ils nous ont demandé de venir faire des amendements, j'ai regretté le fait qu'il n'y avait que 2 partis qui étaient venus. Vous comprenez? Mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, même, on peut résoudre le problème du code électoral. Parce qu'il y a un code électoral alternatif. Il faut qu'on ait un code électoral consensuel. Il y a des problèmes de découpage. Il y a tous ces problèmes-là. Je ne pense pas qu'il serait raisonnable de continuer à se cogner le front contre le mur. L'opposition doit se retrouver autour de ces objectifs-là. Trouver le moyen, n'est-ce pas, de poser son problème afin que le gouvernement y réponde. Parce que nous sommes en démocratie et en démocratie, il faut qu'il y ait des règles consensuelles. Il faut que quand vous êtes battu, que vous félicitiez celui qui vous a battu. Mais vous n'allez pas féliciter celui qui a triché. Vous comprenez? Donc, il faut que vous tombiez d'accord sur les règles consensuelles. Dès que vous êtes tombé sur les règles consensuelles, le reste marche. Et puis vous dites, j'ai été battu à la régulière, je vous félicite. Okay. Mais il faut donc qu'avant les élections législatives et municipales, que ce travail ait été fait par l'opposition. Ce n'est pas un concours pour aller à la présidence. C'est tout simplement s'entendre sur les bases de nos lois, n'est-ce pas, sur notre code électoral et dire voilà, nous voulons bien aller aux élections, mais nous ne voulons plus que notre pays soit militarisé partout. Okay, nous voulons donc quelque chose qui est accepté de tous, qui est consensuel. Okay. Et puis on va aux élections. Merci. Sur ce plateau, elle est enfin arrivée. Bonsoir, Maître Adeline Djonga. Bonsoir. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir, chers panélistes. Et puis, bonsoir, chers téléspectateurs. Vous êtes du bureau exécutif du Social Democratic Front. Oui. Maître Adeline Djonga, on vous a vu la semaine dernière à Yaoundé. Vous défendiez votre candidat, Joshua Nabangui aussi. C'est d'abord mon devoir en tant qu'avocat conseil. Oui. Et j'ai aussi cette obligation parce que je milite et je suis responsable dans le Social Democratic Front. Et notre engagement aussi et le militantisme voudrait qu'on défende notre candidat. Voilà. C'était le porte-étendard, le porte-flambeau et nous assumions cela. Ok. Hier, le Conseil constitutionnel a donné son verdict, 3,3% pour Joshua Nabangui aussi. Pour vous, les raisons de cette contre-performance sont lesquelles? Bon, les raisons de cette contre-performance... Le quatrième, hein, on n'a pas souvent vu le SDF se rendre. Ouais. Mais parler de la contre-performance, il faut déjà parler de la crédibilité des élections, de la crédibilité même des résultats qui ont été proclamés, parce que c'est ça le réel problème. Oui. Et lors du contentieux, il y a eu des preuves qui ont été versées, et ce qui est à notre grande surprise. Et lorsque nous avons versé ces pièces lors des débats, nous avons versé des pièces qui attestaient à suffire que 3 157 000 voix étaient tripatouillées. Et malheureusement, ils ont dit que ça ne pouvait pas influencer le résultat, mais c'est curieux. Pour une élection, on a eux-mêmes, ils attestent à suffire que 3 500 000 personnes ont voté, alors qu'il y a 3 157 000 voix qui font l'objet de fraude. Il y a lieu
à se poser des questions et se demander est-ce que les résultats sortis des urnes, c'est réellement l'expression des Camerounais ou des électeurs qui ont participé à cette élection. Mais il y a votre candidat qui a quand même pris acte de ce que le président Biya a été déclaré vainqueur de cette élection. Aussi. Puisque le Conseil constitutionnel a rendu une décision et maintenant a déclaré. On dit qu'il reconnaît Paul Biya comme candidat président. C'est pas qu'on reconnaît. Bon, maintenant, Paul Biya a été déclaré élu par le Conseil constitutionnel, qui est l'instance, la haute instance qui désigne qui est vainqueur. Mais seulement, est-ce pourtant dire que Paul Biya c'est le président légitime? Et moi encore, ce qui m'a marqué ce week-end, c'est la journée de dimanche et la journée d'hier. Oui. Quand vous passez partout, même jusqu'à Ndokoti, vous trouvez partout, toute la ville est militarisée. Et quand je me suis couché hier soir, je me suis demandé, mais si pourtant on est légitime, on a élu à plus de 71%, pourquoi militariser toutes les villes? A-t-on peur de ses propres électeurs et de ce peuple qui vous a publicité? Voilà, c'est mon interrogation. Okay. Donc, voilà. Voilà, pour revenir dans ce faible score, on va le dire comme ça, 3,3%. Je suis aussi 4e. Pour vous, les raisons, c'est quoi? Les raisons, moi je vous dis déjà que je conteste même les résultats, c'est-à-dire sortir des urnes, c'est un problème. Puisque je dis, on a apporté des preuves ont été versées lors des débats, et tout le monde conteste ces résultats. Tout le monde le conteste. Okay. Même, voilà. Ok, bonsoir Nadine Yambou. Bonsoir Saint-Jean Outouf, bonsoir aux invités d'Equinox Soir et à vous chers téléspectateurs. Ce soir, au journal de 20h, nous reparlerons de la proclamation des résultats du scrutin présidentiel du 7 octobre dernier et nous ferons une immersion dans le QG des différentes formations politiques pour voir l'ambiance qui règne. Mais déjà, il faut préciser que si la réélection de Paul Biya suscite l'enthousiasme au sein du parti au pouvoir, au sein de l'opposition, on crie plutôt à une victoire volée. Des réactions que vous écouterez tout à l'heure au journal de 20h, tout comme celle du président de la conférence épiscopale nationale, Monseigneur Samuel Kleda, qui s'interroge sur les scores obtenus par le candidat Paul Biya dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord. 3 régions frappées, dévastées d'ailleurs par la guerre ainsi que la misère. Monseigneur Samuel Kleda était face à la presse ce jour à Douala. Nous ferons également la revue du web pour voir comment les internautes ont réagi après la proclamation des résultats hier par le Conseil constitutionnel ainsi que les réactions des chancelleries occidentales. Et toujours dans ce chapitre, nous évoquerons les chantiers urgents qui attendent le président réélu, notamment la résolution de la crise anglophone, l'accès aux Camerounais, des services sociaux de base ou encore le problème des infrastructures routières. Et parlant justement du problème des routes, nous irons du côté de Bojangwa à Bonaberi. Là-bas, les routes sont impraticables. Difficile pour la population de se mouvoir, surtout en cette saison des pluies. Voilà donc l'essentiel de l'actualité ce soir. C'est Jeanne Auto. Voilà, madame, monsieur, le développement de tous ces titres, c'est dans le 20h de Nadine Yambou. Quant à moi, je vous retrouve après, toujours en compagnie de mes invités pour le débrief. Voilà, la suite, madame, monsieur, c'est le débrief. Les militants du Social Democratic Front qui reviennent sur le faible score enregistré par leur champion Joshua Nambangi aussi. Et pour en parler, bien évidemment, c'est Maître Adeline Djomgan. Bonsoir une fois de plus. Bonsoir. Voilà, on a suivi dans l'élément de tout à l'heure de Sylvestre Hippolyte Zangawo. Il y a le maire Job Topil Kwabnan qui parle, il donne comme raison. Il dit que la campagne de votre champion a été mal menée. Non, je pense qu'il faut le dire ce soir. Et je crois que le maire Diop, en tant que maire de la commune d'arrondissement de Douala 3e, a pris le résultat de manière partielle. Ça veut dire qu'il a seulement pris en compte le résultat de sa commune, mais je pense qu'il faut aller au-delà des communes parce que c'est l'élection présidentielle et elle s'est déroulée sur toute l'étendue du territoire. On ne peut pas parler d'une campagne mal menée, surtout que le candidat a fait le tour des 10 régions et de plusieurs
circonscriptions, c'est-à-dire plusieurs arrondissements, on ne peut pas parler de campagne mal menée, mais je pense que le gros problème de cette élection, et comme je l'ai dit tout à l'heure et d'entrée de jeu, c'est le problème même des résultats sortis du scrutin. Parce qu'on peut parler à une élection où tu as Elekam qui prend celui d'être dans des collisions frauduleuses avec le parti au pouvoir, c'est-à-dire le parti du candidat sortant. Et nous avons constaté cela, par exemple, dans le cas du Premier ministre avec toute sa délégation, où le Premier ministre fait une demande à Elekam de pouvoir voter dans la Meusam, alors qu'il devait voter dans le Buis, à Oku. Oui. Elekam, le département, ne répond pas à la négative et dit non, mais personne n'a compris par quelle alchimie le Premier ministre s'est retrouvé en train de voter à Bamenda, dans la Meusam. Et il n'a pas voté seul, il a voté avec une délégation de 182 personnes. Donc, si nous prenons sur ces entrefaites, ces irrégularités, ces violations qui ont marqué, ces fraudes qui ont marqué ces élections, on ne peut pas expliquer, on peut bien expliquer le taux ou le faible pourcentage des opposants. Oui. Et puis, ça donne l'impression que c'était une histoire fabriquée de toutes pièces et qu'aujourd'hui, on a voulu carrément fabriquer des résultats et le donner à chaque candidat. C'est tout simplement ça. C'est pas parce que c'est une élection, une campagne mal menée. Mais seulement votre champion Joshua Nabangui aussi n'a pas mis ça en avant. Il a surtout mis le problème de la cohésion nationale. Il a parlé de ces deux régions qui n'ont pas pris véritablement part au vote. Non. À un moment, et bien avant même, il disait que si on s'entêtait à aller aux élections, à cette élection, on allait considérer le président sorti de ce scrutin allait être considéré comme le président des francophones. Oui, ça veut dire que... il s'est posé un véritable problème d'unité nationale. Oui. La requête de Joshua aussi. Non, en dehors du problème d'unité nationale, parce que dans notre recours, et c'est la raison pour laquelle il avait deux ponts, les régions anglophones qui n'ont pas pris part à l'élection, et ça a été démontré, oui, que c'est dans ces régions, les citoyens, les électeurs n'ont pas pris part à l'élection. On parle d'un taux de 5% dans le nord-ouest, oui, et 15% dans le sud-ouest. Oui. Et le président Clément Tangana a demandé à Maître Ngwana quel est le taux minimal qu'il faut pour que... Pour lui, les gens ont quand même participé au vote. Non, ce n'est pas un problème de taux minimal. Oui. Parce que là... Et c'est ça le problème, parce que ce même jour, on a entendu, il y a eu des coups de feu à Kumba, partout dans ces zones-là. Et il faut le dire, comme je l'ai dit, je l'ai souligné tout à l'heure, c'est les membres du gouvernement de ces zones qui sont allés. On a pu quand même mettre des bureaux de vote pour ces personnes. Mais j'aurais voulu aussi qu'on puisse aussi mettre des bureaux de vote pour des déplacés internes. Oui. Qu'on puisse mettre des bureaux de vote pour des déplacés externes. Alors, si des petits pays comme la RCA arrivent à faire voter les réfugiés qui se retrouvent au Cameroun, à plus forte raison le Cameroun, qui est la tête de proue de l'Afrique centrale, il y a un problème. On n'a même pas donné la possibilité... On a imputé l'électorat, pour faire simple, l'électorat des Joshua. En dehors d'amputer cet électorat, je dis bien que dans le deuxième pont de notre requête, il y avait... Et ça, M. Moussafa l'a bien souligné, le principe de droit et la maxime latine, la maxime qui dit que la fraude corrompt tout. Et cette fraude a été démontrée. Et il a produit ces PV. Ces PV ont été produits où il a été démontré à suffisance que 3 157 000 voix ont été carrément diluées. Et c'est la raison pour laquelle le président même du Conseil constitutionnel a posé le problème de la signature. Il a dit, est-ce que le fait qu'on n'ait pas paraphé ces différents PV sur toutes les pages est un problème? Mais il faudrait aussi le dire aux Camerounais, parce que la condition substantielle de la validité d'un document, c'est cette signature-là. Parce que si vous venez vous signer à la fin et que vous laissez des pages où il y a des chiffres sans parapher, mais à tout moment on peut d'échanger, oui, et on met un autre truc. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça, il faudrait le dire aux Camerounais. Ok. Voilà. Bon, on a assez parlé du SDF. Je veux qu'on aborde l'autre pan. Monseigneur Samuel Cléda s'interroge sur le taux de participation. Dans l'extrême nord, il parle d'une pauvreté. Il ne comprend pas que l'extrême nord, je me retrouve dans mes fiches, excusez-moi. L'extrême nord est donné à Paul Biya
89,21%. Oui, ben, Monsieur Kleda, il s'interroge. oui, c'est Avec la pauvreté ambiante qu'il y a là-bas. c'est un Camerounais, il vit au quotidien les Oui. misères des Camerounais, il encadre certains et tout. Donc, il a vu la même chose que tous les Camerounais. Oui. Bon, sauf que, à croire à ces chiffres-là, on doit pouvoir se dire que peut-être que le salut des Camerounais, c'est l'autoflagellation. Oui. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment on peut vivre dans ces situations et puis avoir encore des scores comme ceux-là. C'est très embêtant, c'est pour ça que j'ai dit, nous ne pouvons pas continuer. Il vaut mieux reporter les élections, mais arrangeons d'abord ce sommier-là. Essayons de résoudre le problème, n'est-ce pas, de notre code électoral, de tout le processus électoral. Essayons de résoudre les problèmes de la fondation de la Maison Cameroun. Nous ne pouvons pas continuer à aller aux élections une fois, deux fois, alors que le Sud-Ouest et le Nord-Ouest ne peuvent pas participer. Ça pose un problème. Donc je ne pense pas que les Camerounais vont mourir parce que on a renvoyé des élections pour privilégier un consensus national, pour que nous n'ayons plus l'armée qui est dans tous les carrefours. Parce que il y a une victoire de 71%, mais on militarise. Vous voyez, à tout moment, ça peut exploser. Vous voyez, les Camerounais aiment la paix. Ils veulent la paix. Ça se sent que les Camerounais aiment la paix. Alors à ce moment-là, il faut aller dans le sens de l'apaisement, de résoudre les problèmes qui peuvent créer des conflits. Okay. Parce que on a vu à travers ces élections encore, à travers tout le processus électoral, c'est pas parce que nous n'avons pas été au Conseil constitutionnel. Mais en off, je vous ai dit ici que j'ai terriblement apprécié le plaidoyer du SDF. Oui. On sentait des gens qui étaient habitués à ce genre de choses. Hein, ils ne disaient rien pour rien. Oui. Vous comprenez? Oui. Donc c'est important d'éviter les conflits. Okay. Nous pouvons avoir des élections comme dans les autres pays de démocratie où celui qui est perdant félicite celui qui a gagné. C'est à ça qu'on doit arriver. Albert Natola ici, Monseigneur Clédin, il s'inquiète du taux recueilli par le président Biya à l'extrême nord, au nord-ouest et au sud-ouest. Déjà, je voulais lui faire comprendre, monsieur le prélat, que dans mon village, dans le village maternel, oui. Il n'y a pas de route, mais le RDPC a été voté 100%. Donc, si vous il ne pouvait pas rentrer dans tous les détails. Non, je voudrais dire quoi. Pour lui, c'est quand même paradoxal. Non, je voudrais dire que l'état dans lequel le pays se trouve, que le président réussisse en ce moment-ci à avoir des scores à la soviétique. Non, c'est la question qu'il faut poser aux électeurs. Oui. Parce que moi, j'ai quand même, vous me permettez, moi, j'ai quand même pour m'avoir des sorties de Monseigneur Clédin. J'ai vraiment pour m'avoir des sorties. Soit il est un homme d'église, soit il est membre de la société civile, ou il est un homme politique. Moi, j'ai quand même pour m'avoir ces sorties. Dans les deux, Monseigneur Clédin doit s'occuper de l'évangile. Et s'il ne doit pas se prononcer sur la vie de la nation en tant qu'acteur, en tant que citoyen, de mon point de vue, ces sorties ne contribuent pas à apaiser la situation. Ça, c'est mon point de vue. Nous sommes tous d'accord. Pourquoi il y a le feu? Nous sommes tous... Vous permettez? Pourquoi il y a le feu? Vous permettez? Je suis journaliste, je présente les faits. Parce que vous plaignez tout le temps de ceux que les pilotes sont assassinés au Cameroun. Parce que justement, ils se mettent des histoires de politique. C'est la réalité. Monseigneur Clédin, il gère les établissements confessionnels. Tous les jours, il fait l'essentiel sans payer leurs droits. Donc, il est très mal placé pour parler de l'évangile qu'il prêche, pour parler de l'évangile dans la chapelle des ordres. Ça, je le dis et je le pense. Maintenant, c'est là le temps pour revenir à votre question. Je veux dire que l'argument qu'il utilise, l'argument selon lequel il ne peut pas comprendre que les gens vivent dans la pauvreté, mais élisent un candidat à ce pourcentage-là. Ça, c'est une très bonne question. C'est pas une question légitime? Non, j'ai dit c'est une bonne question. Mais je pense que, je l'ai dit, dans le village de ma mère, le village maternel, parfois, il n'y a pas de route. Il s'adresse aussi aux gens du village de votre mère. Bon, je veux dire que ça, c'est aux électeurs qu'il faut poser cette question. Oui. J'ai vu tout récemment, il n'y a pas très longtemps, un reportage bien avant l'élection, avant la campagne. Moi, j'ai vu un reportage qui est passé à Equinox, qui montrait un village où les gens allaient carrément puiser dans un ruisseau, qui n'avait pas de route, n'avait pas d'eau potable. Mais curieusement, si vous partez dans ces villages actuellement, vous verrez qu'ils ont voté le RDPC, le candidat du RDPC en tout cas. Donc c'est une question qui concerne les électeurs, c'est le choix des électeurs.
Parce que si vous vivez mal et que vous vous complaisez dans votre mal-vivre, ce n'est pas le voisin qui voudrait, qui doit venir vous dire Serge Alain Autou, vous vivez mal. Voilà donc pourquoi Monseigneur Cléda pose le problème. Non, je vous dis que non, c'est pas lui. Ce n'est pas lui. Non, c'est pas lui poser. C'est les politiques, c'est aux politiques de gérer cette question. Okay. C'est à la société civile de mon point de vue. Ok. Barista Tamfou, Yes. on va revenir sur. Il a également parlé des requêtes, des recours. Il pense, Monseigneur Cléda, qu'il y en a qui auraient quand même mérité meilleur sort. Oui, déjà, surtout le SDF sur l'unité nationale. Oui, la participation du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Participation effective. Déjà, je voulais d'abord ajouter le fait de son interrogation par rapport à la misère que vivent les gens du Nord. Oui. Vous voyez, L'estomac, voilà une région qui ne vit que des élites. Où quand il y a une élite, tout passe par lui. Mais qu'est-ce que tu attends de ce pauvre qui n'attend que jouir des miettes qui vont retomber? Donc l'électorat a été influencé par Bien le sûr. discours de l'élite. Oui, exact. C'est ce que je suis en train de dire. Eux vivent selon l'élite. Ce que l'élite dit, c'est ça, et on le suit. Mais qu'est-ce quand déjà de leur côté là, on peut citer les différentes élites qui sont dans la région. Quand ils donnent le mot d'ordre, c'est tout le monde qui suit. Donc, je ne pense pas qu'il doit s'interroger parce que il vit dans une extrême pauvreté. Donc, ce sont les retombées qui suivent. Et sur le sort réservé. Sur le sort réservé sur les requêtes, oui. Effectivement, nous tous, je n'ai jamais vu les Camerounais aussi attentifs au contentieux électoral. D'autres ont oublié le match de Lyon qui jouait. Tout le monde était attentif pour voir est-ce que vraiment on va voir un pays où nous sommes sérieux de nos institutions. Tout le monde était attentif. On est surpris qu'on avait pour seule réponse les rejets. Malgré les preuves même qui étaient palpables. Les preuves, les documents que les autres partis demandaient, on refusait. Donc vraiment, il y a à s'interroger. Nous tous, on ne vivons pas hors du Cameroun. Tout à l'heure, la grande sœur vient de relever que le Premier ministre qui était censé voter à Oku a voté dans la maison. Je me m'étais surpris de voir le président du Sénat voter en France. Comme si on a le Sénat au Cameroun qui est domicilié en France, ou bien le président du Sénat vit en France. Donc, autant de choses qu'un bon juriste et que tout le monde avec son œil focalisé sur le Conseil constitutionnel, on s'attendait à ce que le président du Conseil constitutionnel puisse écouter. Et comme tout ne suffit pas, juste après avoir proclamé les élections, son cadeau de merci, c'est que il y a un appel d'offres pour construire son domicile. Vraiment, vous voyez que les gens il n'était pas impartial dans ses jugements. Ça veut dire qu'il avait déjà une partie prise. Ok. Maître Djomga, je voulais terminer avec vous, hein. Permettez que Anatole. Je vais terminer avec vous. Il y a quelque chose que Maître Tafou vient de dire là qui est absolument faux. Je ne peux pas laisser passer ça. Il faut m'excuser. Hein. L'appel d'offres relatif à la Constitution. J'ai le Cameroun Tribune d'aujourd'hui. Je l'ai lu. Soyez content de m'écouter comme je vous écoute, maître. L'appel d'offres qui concerne la Constitution de la résidence du président du Conseil constitutionnel est passé bien longtemps avant. Non, vous ne pouvez pas dire que c'est un cadeau. Je ne peux pas accepter qu'on dise sur ce plateau que c'est parce qu'il a proclamé en faveur d'un candidat qu'on lui a donné comme cadeau une résidence. Il s'agit d'une résidence de fonction de n'importe qui c'est là-bas comme président du Conseil constitutionnel. Il ne faut pas laisser passer quelque chose. C'est absolument... Non, c'est sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Non, on ne peut pas laisser passer ça. Oui, Maître Adeline Djomga, je n'ai pas encore reçu quelqu'un qui est passé au Conseil constitutionnel. Vous étiez là-bas, dites-nous. Jeudi, vendredi, il était 2h05 lorsque Clément Tangana, la décision tombe. Comment vous vous sentez avec votre candidat, votre champion de choix aussi? Non, ce n'est pas de... Malgré tout ce qu'on a vu, le Barista Sama, Barista Ngwana et les autres, comment vous vous sentez à 2h05 vendredi, lorsque ça tombe? Non, ce n'est pas de se demander comment est-ce qu'on se sent, c'est de se demander... Malgré tous les efforts que vous avez fournis. Non, c'est de se demander... Oui. Qu'est-ce que les Camerounais ressentent en ce moment? Oui. Parce qu'en fait... C'était pas une affaire des seuls conseils de Joshua aussi. Non, c'est pas une affaire seulement des conseils.
c'est une affaire du processus électoral. Oui. Parce que, il faudrait le dire ici, il est inadmissible qu'on viole, comme le cas du Premier ministre, comme le cas du président du Sénat, en faisant ce qu'ils votent dans les bureaux de vote où ils n'étaient pas inscrits, ou dans les circonscriptions dans lesquelles ils n'étaient pas inscrits. Ils ont violé allègrement les articles 82 et 83 du Code électoral. Et il est inadmissible qu'on se retrouve devant le Conseil constitutionnel et que le Conseil constitutionnel ne puisse pas sanctionner cette violation, cette forfaiture. Parce que, voyez-vous, quand on dit ça ne peut pas impacter ou ça ne change pas la sincérité du scrutin, mais est-ce pourtant dire qu'aujourd'hui, on valide carrément les violations des textes de loi? Et c'est là tout le débat. Dès lors que la loi est violée, il faut sanctionner. Et cette sanction, on attendait que le Conseil constitutionnel sanctionne pour dire il faut arrêter ces bêtises-là. Il faut respecter la loi. C'est le code électoral. C'est vrai que ce code n'est pas parfait. C'est vrai qu'il n'est pas parfait. Mais quand même, soyons sérieux, respectons-le quand même. Tout de même. Et c'est là le problème. Ce n'est pas notre seul sentiment, c'est le sentiment de tous les Camerounais. Et tout à l'heure, je voudrais revenir par rapport à l'intervention de Monseigneur Cléda. Oui, Monseigneur Cléda. Je voudrais carrément dire à mon voisin que, quoi qu'on dise, l'Église, que ce soit l'Église, c'est-à-dire je ne fais pas de distinction, que ce soit chez les protestants, chez les musulmans et tout, l'homme de Dieu incarne l'institution morale. Et cet homme de Dieu qui incarne l'institution morale ne peut pas se taire lorsqu'il constate que au sein des populations, il y a des populations qui sont marginalisées, d'autres sont tuées sous le silence et le regard des gouvernants, et qu'on se rend compte que des gens croupissent dans la misère et qu'ils se taisent et qu'ils ne s'interrogent pas. Son interrogation est normale. Exactement. Incarnant l'institution morale, il doit interroger. Et je pense que son interrogation même interpelle même les populations. Oui. Même si pas extraordinaire, peu importe les raisons pour lesquelles même ces gens, même si pas extraordinaire, ces personnes ont voté, même cette interrogation les interpelle. Et je pense que c'est un appel à la conscience, même à l'éveil de conscience. Okay. Oui, je vous dis que, vous savez, avant de donner les leçons aux autres, il faut être capable de balayer devant sa cour. C'est le principe de la logique. Donc, moi j'ai beaucoup de témoins, beaucoup de gens, je n'ai pas voulu régler ça sur ce plateau. Moi j'ai beaucoup de Camerounais qui travaillent dans les hôpitaux confessionnels, qui travaillent à l'MPE, à Makakos, qui travaillent dans les établissements scolaires, qui sont sous la bannière de l'archevêché de Douala. Donc c'est eux qui les envoient carrément au quartier. Parfois pour une pécadille, on vous envoie au quartier où est dans le sang de son évangile. Ok, merci. Merci, cher monsieur. Oui, je voudrais tout simplement dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une satisfaction après ces plaidoyers et autres, parce que si les partis politiques ne s'entendent pas pour avoir un nouveau code électoral, un nouveau processus électoral, c'est les populations qui leur diront où est-ce que vous voulez nous entraîner. Ok. Oui, rapidement, on arrive au terme. Oui, okay. Just to conclude, I really call on the government now that they have elected a new president. I think what he wanted has been attained. All I pray is that he should look into the Northwest and Southwest crisis, because we are really suffering. In my village this morning, they were shooting. A lieutenant in the army was killed. They have just sent the army there to burn all the houses. So I think we have suffered a lot of deaths. He should take this crisis to be his priority, his first act after his oath taking. Okay. Yes. And if we do that, I think we'll be moving forward for better government. Merci, maître, d'être venu. Merci à vous, cher monsieur. Merci. Voilà, madame, monsieur, Equinox Soir. Top F1, rediffusion 23h GMT. Il sera minuit à Garoum, dans l'arrondissement de Dou, département du Dongamanto.